Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiera. Ce soir, Monsieur PGL est à la barre et nous allons traiter de sujets tout à fait fondamentaux, un petit peu dans l'air du temps. Vous savez qu'on parle beaucoup de la crise structurelle qui a débuté en 2008, donc qui s'empare un petit peu de tout l'Occident et ses ramifications mondiales. Aujourd'hui, nous allons développer deux thématiques principales. Une première tournée autour de la parution récente, il y a quelques mois, d'un ouvrage fondateur, un ouvrage dont notre invité va nous narrer un petit peu l'histoire, l'ouvrage de Stace Mullins, Les secrets de la réserve fédérale, édité aux éditions Le Retour aux sources. Donc nous accueillons pour cela le gérant des éditions, François Sens. François, bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous aborderons une thématique connexe, à savoir les origines du mondialisme anglo-saxon, un petit peu donc la genèse, l'étiologie, si je veux employer un terme ronflant, donc de cette vision du monde mondialiste qui va se décliner donc tout au long du XXe siècle, avec des racines dans le siècle précédent, donc autour justement de racines anglo-saxonnes. Nous parlerons de ce mondialisme là ce soir en particulier, et pour cela j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Patrick Artaud, qui est un fidèle collaborateur de la revue Terre et Peuple Magazine. Jean-Patrick, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons tout d'abord développer sur l'ouvrage en question, donc l'ouvrage de Stace Mullins, donc préfacé par Michel Drac, que nous avons reçu il y a quelques mois sur cette antenne, donc Les secrets de la réserve fédérale. Alors, François, présentez-nous rapidement un petit peu l'auteur, avec ses singularités, et ensuite la destinée quand même particulière de cet ouvrage. Avant de parler de l'auteur, je crois qu'il est important de parler de celui qui est vraiment à l'origine de ce livre. Et c'est sûrement quelqu'un qui parlera, dont le nom parlera beaucoup de vos auditeurs. C'est Ezra Pound. Ezra Pound, bien sûr, oui. Ezra Pound, depuis, c'est peut-être l'intuition du poète. Il a eu cette intuition que la finance allait détruire au final la civilisation occidentale. Et il s'est, dès les années 20, aux États-Unis, il s'est élevé contre la financiarisation de l'économie américaine. Contre l'usure, surtout. Contre l'usure. Il a écrit un fameux poème, Usura, qui est très brillant. Alors, Ezra Pound, c'est aussi l'ami de 3 prix Nobel, Ernest Hemingway, William Butler Yeats, James Joyce, et qui l'ont toujours défendu. On sait qu'il a eu pas mal d'ennuis pendant la guerre, à la fin de la guerre, parce que révolté par ce qu'étaient devenus les États-Unis sous la coupe de ces financiers, il est allé, c'était peut-être un mauvais choix, mais il est allé se réfugier dans l'Italie fasciste, d'où il a continué à combattre la finance anglo-saxonne à la radio, et ce qui lui a valu à la fin de la guerre d'être enfermé dans une cage de fer, comme au Moyen-Âge, et ensuite dans un hôpital psychiatrique aux États-Unis. Voilà. Donc il était toujours en hôpital psychiatrique lorsqu'il a parlé à son ami Eustace Mullins, un universitaire américain, jeune universitaire, d'écrire un livre sur la création de la réserve fédérale qui avait eu lieu en 1913, et d'écrire un livre qui serait un peu comme une enquête policière. Il a même financé sur ses maigres ressources, en donnant quelque chose comme $10 par semaine à Eustace Mullins pour écrire ce livre. Il a financé l'écriture de ce livre. Et donc c'est important. Il avait compris là que c'est le nœud, la création de cette Fed et la réunion de 1910, cette réunion secrète de 6 personnages importants. Vous en parlerez un peu plus en détail. D'accord. Tout à l'heure. Il avait compris que c'était le nœud de quelque chose, qui s'était passé là, quelque chose d'énorme, et certains ont parlé de l'escroquerie du millénaire. Voilà. Donc, vous voulez peut-être que... Non, mais écoutez, développez un petit peu sur le destin du livre en lui-même. Donc, combien de temps a pris son écriture, quelle a été un peu la diffusion, quel a été l'impact de cet ouvrage? C'est un ouvrage, c'est un best-seller underground. Aux États-Unis, en Angleterre. Il y a une sorte de samizdat occidental, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Alors, il est sorti aussi en Allemagne, au début des années 60. Et là, il a été
Et il a été victime d'un autodafé par décision. Un autodafé au XXe siècle. Voilà, par décision d'un juge, le juge Katz de Bavière. Dans l'Allemagne démocratique d'après-guerre. Oui. C'est à peine incroyable. C'est le seul livre brûlé en autodafé par décision judiciaire en Europe depuis 1945. Voilà, oui. Donc, en fin de compte, les nazis que l'on dénonce souvent, pour avoir fait effectivement quelques autodafés, n'ont pas eu la primeur de donc, ce livre est traitement. un brûlot dans les deux sens, au propre et au figuré, quoi. D'accord. Quelles étaient un peu ces circonstances, cet autodafé, en fonction de quoi Je crois que c'est la peur. Enfin, ce qui est dénoncé dans ce livre a fait peur, étant donné qu'en début des années 60, fin des années 50, il y avait encore beaucoup d'Américains en Allemagne, puis il y avait le plan Marshall, tout ça. Bon. Et je crois que les autorités ont peur de la réaction des Américains à la sortie de ce livre. D'accord. Voilà, qui révèle des secrets un peu honteux. Il faut bien le dire. Est-ce qu'on peut mettre Mullins en relation avec aussi un autre écrivain américain ou britannique, je ne me souviens plus, Anthony Sutton, qui a écrit un peu sur des sujets connexes. Sutton s'est beaucoup inspiré du livre de Mullins, sans toujours le citer. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit ensuite sur la réserve fédérale et qui se sont inspirés de ce livre sans le citer. D'accord, oui, ça arrive souvent. Voilà, mais ça a été le premier, et c'est le livre d'une vie. Il s'est attaché à l'écriture de ce livre tout le long de sa vie. Il l'a réactualisé jusqu'en 92. Et donc, Mullins est mort en février 2010. L'auteur est mort en février 2010. Oui, donc il y a un peu moins d'un an. Voilà. Bientôt. Donc, il l'a réactualisé à peu près jusqu'en 92. Jusqu'en 92, après, il était trop vieux. Mais nous, dans notre appareil de notes, nous avons étendu un peu la logique du livre aux événements actuels. Je voudrais dire à nos auditeurs que c'est une édition extrêmement soignée, avec beaucoup de renvois, beaucoup de notes infrapaginales. Vous avez fait vraiment un gros travail éditorial. Voilà, vraiment, on doit aussi en remercier le traducteur Jean-François Goulon qui anime un blog, je crois, ou un site. Oui, qui anime un site. Alors, j'ai pas le nom tout à fait en tête, mais c'est un site intéressant que j'encourage à aller visiter. C'est le site de Questions Critiques, je crois. Questions Critiques, voilà. Tout à fait. Il y a aussi des choses très intéressantes dont je recommande à nos auditeurs d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais ça, je le rappellerai dans mes chroniques écrites sur notre blog méridien0.oefort.com. Bien, donc ouvrage soigné, vendu pour la maudite somme de 22 €, je crois. Voilà, c'est un ouvrage qui fait 400 pages à peu près. Jean-Patrick ? On pourrait rajouter l'intérêt pour l'historien, c'est d'avoir aussi des notices biographiques extrêmement bien détaillées. Exactement. Je ne sais pas si elles font partie du livre original ou si non, c'est un rajout. Voilà, et c'est un rajout bienvenu. Pour un public français, le public français n'est pas familiarisé avec tous les noms qui sont mentionnés dans l'ouvrage. Donc, on a voulu c'est vrai que là, on balaye pas mal, de voilà. Rockefeller à Rothschild, en passant par Sachs, par Van der Leek, Morgan, Morgan, etc. Bon, ça, on va y venir. Alors, justement, pour revenir au propos de l'ouvrage en tant que tel, cette mystérieuse affaire de la réunion de l'île Jekyll, quand même. Parlez-nous-en un petit peu. C'est véritablement une véritable enquête policière, parce qu'on on est presque dans un roman policier. Il y a une chose amusante à propos de cette île. C'est une île qui a été acquise en 1886 par un groupe de gens. Alors vous aviez les Vanderbilt, les Gould, quelques familles qui représentaient à elles seules un sixième de la fortune mondiale. Alors en précisant pour nos auditeurs, je crois que c'est une île qui était au large de l'État de Géorgie. Voilà. Au sud-est. Et qui s'appelait l'île de la Somme. Et ces gens-là l'ont rebaptisée île Jekyll. Alors, c'était un an après la sortie de best-seller de l'époque, qui était Robert Louis Stevenson. Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, je ne sais pas si pour les gens qui ont lu le livre, c'est un peu étonnant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de pied de nez de la part de ces oligarques anglo-saxons? Ils maniaient sûrement humour et cynisme, l'un n'empêchant pas l'autre, je crois. Certainement. Alors, on parle d'un périple en train, discret, voire confidentiel, voire secret. Voilà, racontez-nous un petit peu. 6 hommes se sont
retrouvés dans un train secret, dans un train avec les volets fermés, même pas plombés comme celui de Lénine, alors, mais presque. Et ils ont pris grand soin qu'il n'y ait aucune presse, et ils sont allés sur cet îlot Jekyll, où tout le personnel présent dans ces vastes demeures qui appartenaient aux grandes familles a été remplacé. Parce que quelques membres du personnel auraient pu reconnaître les personnes, et ils sont réunis pendant à peu près une semaine, tout à fait secrètement, pour concevoir ce plan de création de la réserve fédérale américaine. Alors, qui est à l'origine de cette réunion et qui sont ces hommes ? Alors, ces hommes, vous avez le sénateur Aldrich, qui était à l'origine d'un plan Aldrich pour la création d'une banque centrale, enfin, qui a été rejeté, mais enfin, c'était un peu la stratégie. Officiellement, on crée un projet de loi destiné à être rejeté pour ensuite passer à un autre qui n'a pas l'air aussi bien, mais qui en fait, le but c'est de passer le deuxième plan. On fait rejeter le premier. On connaît ça, je crois. Hein. Voilà. On est habitué à ce Donc il y a le sénateur Aldrich, il y a son collaborateur qui s'appelle son secrétaire particulier qui s'appelle Shelton. Il a Piat Andrew qui est le secrétaire adjoint au Trésor et assistant de la Commission monétaire nationale. Il y a Frank Vanderlip, le président de la National City Bank of New York. Il y a Henry P. Davison, l'associé principal de JP Morgan, donc c'est le représentant en fait de JP Morgan. C'est l'émissaire personnel de JP Morgan, on peut dire. Et il y a Charles D. Norton, le président de la First National Bank of New York. Il y a aussi, qui a rejoint juste avant le départ du train, Benjamin Strong, qui est aussi un représentant, un lieutenant de Morgan. Et puis il y a le personnage le plus important, peut-être, qui a rejoint aussi au dernier moment, Paul Warburg. Voilà. Paul Warburg a récemment immigré d'Allemagne, en tant qu'associé de Kuhn, Loeb et compagnie à New York. Ce Paul Warburg, donc il est originaire d'Allemagne. Il a un frère fameux, Max Warburg, qui est aussi banquier, puis on en reparlera après, mais qui a été aussi responsable des services secrets pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant avec ce frère, c'est que au moment où Paul Warburg avait des responsabilités dans la direction de la finance américaine, son frère Max était chef des services secrets allemands, et ça se passait pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire, Américains et Allemands allaient être en guerre, mais les deux frères, l'un était à la tête de la finance américaine et l'autre était à la tête des services secrets. Et c'est ce Max Warburg qui va faire passer Lénine dans le wagon plombé jusqu'en Russie. D'accord, donc dans ce joyeux conciliabule, on a à la fois des financiers, gros requins de la finance, des barons voleurs en quelque sorte, comme on les appelait à l'époque, ainsi que, contrairement à ce que disent aujourd'hui certaines sources qui défendent l'institution de la FED, des représentants du gouvernement américain, en tout cas des représentants de l'État. Oui. Si Jean-Patrick veut ajouter quelque chose aussi. Oui, non, tout à fait. Ça ne s'est absolument pas fait dans le dos du gouvernement américain, peut-être dans le dos du Congrès, d'après le livre de Mullins, mais certainement pas dans le dos des pouvoirs établis. Voilà, il y a au mieux un accord tacite du gouvernement américain, sinon plus, je pense. Je veux dire, l'élection de Wilson a été... alors, ça c'est avant, peut-être. C'était quand l'élection de Wilson ? 1912, bon. Donc, il y avait 2 ans après la réunion. Oui. Alors, avant de revenir à Wilson, qu'est-ce qui va se tramer durant ces quelques jours de réunion dans cette île Jekyll ? Eh bien, ils vont mettre au point un système qui est destiné à créer une banque centrale privée, mais sans que ça ressemble à une banque centrale privée. C'est-à-dire, c'est un système un peu compliqué, mais qui équivaut à une banque centrale privée. Et ils voulaient dissimuler, créer quelque chose qui masque un peu ce caractère de banque centrale privée, parce que le peuple américain n'en voulait pas.
ne voulait pas d'une précisons banque qu'il y sur avait- le modèle de la Banque d'Angleterre. Voilà, il y a eu déjà des tentatives précédentes, et surtout, bon, cette réunion fait suite 3 ans après une crise économique donc, qui a frappé les États-Unis en 1907, je crois. Oui, mais s'il faut remonter, c'est que dès l'origine des États-Unis, il y a ce rejet de la finance, de la banque centrale anglaise, de l'idée d'une banque centrale. Il y a ce rejet, parce que si vous regardez par exemple en précédant le début de la guerre d'indépendance, vous avez les gens de la banque centrale anglaise ont interdit aux colonies américaines de créer leur propre monnaie. D'accord. C'est-à-dire les Américains devaient passer par la monnaie créée par la banque centrale d'Angleterre et payer, comme aujourd'hui le gouvernement américain le fait avec le dollar, et payer un intérêt sur la monnaie qui était fournie. Entre autres mesures économiques qui avaient provoqué la fameuse Tea Party, la première du nom de Boston, qui a préfiguré donc aux événements qui ont mené à l'indépendance des États-Unis. Voilà. Alors, une banque qui n'est pas en fin de compte un organisme étatique, qui n'est pas non plus une réserve. Non, Qui n'a rien de fédéral et qui n'a rien de réserve. Le fédéral, ça laisse entendre que c'est le gouvernement. C'est pas le gouvernement, c'est entièrement privé. Ça, les actionnaires sont privés. Toutes les banques qui forment la réserve fédérale, il y a à peu près 300 actionnaires, sont toutes des personnes privées. Donc en fait, on a en fait un syndicat privé qui va s'octroyer le privilège exorbitant d'émettre de la monnaie, de faire marcher le... Voilà, d'émettre la monnaie américaine et de la fournir à l'économie américaine, au gouvernement, assortie d'un intérêt. Voilà, de l'intérêt qui vont... Ah, d'accord. Donc là, on est carrément dans une sorte de hold-up étatique. En tout cas, on fait un coup d'État, quelque sorte monétaire, qui a des répercussions politiques et économiques inconsidérables. Bien sûr. Jean-Patrick, votre avis dessus? Sur les répercussions économiques? Non, votre appréciation de cet événement dans cette banque fédérale. C'est quelque chose qui vient de très loin, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'exemple, c'est la Banque d'Angleterre à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire devant un gouvernement impécunieux, il se trouve un syndicat d'intérêts financiers privés qui va couvrir ses dettes, s'engager à battre monnaie, mais en échange, le gouvernement paye un intérêt sur l'argent qui lui est prêté. Donc, c'est ce modèle, c'est peut-être ce qui vaut le sous-titre du livre, la connexion, la London Connection, cet exemple anglais qui vient s'implanter aux États-Unis, au grand corps défendant d'ailleurs de toute une tradition politique et constitutionnelle américaine que Mullins indique très bien dans son livre. C'est pour ça que ça a du mal à passer. C'est pour ça que ces gens sont un petit peu conspirateurs dans leur île. On dirait du James Bond pratiquement en termes cinématographiques. Et ils cachent ce qu'ils font parce que c'est en désaccord complet avec la tradition politique américaine de l'époque. D'accord. Alors, les développements consécutifs à cette réunion occulte de cette île Jekyll, c'est 3 ans plus tard, donc, la loi qui va mettre en place cette fameuse réserve fédérale américaine. Alors, ça se passe aussi dans des drôles de conditions, je crois, au cœur de l'hiver, au passage de lors des fêtes de fin d'année. Alors, racontez-nous un petit peu, là, comment ça... Ah bah écoutez, c'est un peu compliqué à expliquer. Enfin, bon, il y a le plus simplement possible. Il y a des gens qui s'opposent, comme le député Lindbergh. Il y a des gens qui s'opposent violemment à cette création. Et puis, il semble que malgré les oppositions de gens qui rappellent ce que sont les fondements de l'Amérique, il y a tout un arrière-plan procédural qui permet de faire passer ça comme une lettre à la poste. Il y a aussi une complicité des médias,
Et on fait passer ce qui est une trahison, authentiquement. Mais des médias qui étaient d'entre les mains, justement, de oui, ces bien financiers, sûr. voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Rien de bien nouveau. Donc, on fait passer une trahison comme une lettre à poste, une trahison du peuple américain en manipulant l'Assemblée avec des techniques. Une trahison du peuple et de ses représentants, voilà. Voilà, qui sont des techniques qui sont détaillées un peu... vraiment de Maquignon, enfin je sais pas, qui sont présentés dans le livre. Voilà, donc le livre détaille bien tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué, je vais pas... Non, on va pas rentrer dans les détails, de toute façon les lecteurs se plongeront dans l'ouvrage pour en savoir plus. Ça se lit vraiment comme un roman policier, quelque part, hein. C'est vraiment ce qui est intéressant, quand voir l'état d'esprit en fait, des pères fondateurs américains au sujet des banques. Je vais faire une citation de Thomas Jefferson. Hein. Je considère que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu'une armée. Si jamais le peuple américain autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et les corporations qui se développeront autour d'elles vont dépouiller les gens de leurs biens jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur père avait conquis. Jefferson. Voilà. Thomas Jefferson. Là, on peut dire que c'est une prédiction qui est en train de se réaliser. Tout à fait. Alors, justement, il semblerait que dans l'histoire américaine, certains présidents ont connu un sort funeste, peut-être, par rapport à ces questions de banque centrale ou déjà de projets de ce type. Écoutez, on parle de Lincoln, c'est on cite John Fitzgerald Kennedy. Voilà, il y a un point commun entre les deux. C'est que les deux ont voulu créer une monnaie contrôlée par le gouvernement. Ils ont les greenbacks. Lincoln pendant la guerre de sécession, je crois. Voilà, qui était mis sous pression par Rothschild, par la banque Rothschild, avec des taux d'intérêt usuraires pour financer la guerre. Il a décidé que le gouvernement allait émettre ses propres billets. Voilà, le fameux dollar greenback, je crois. Le dollar greenback. Et bon, il a été assassiné. Donc on avance la théorie d'une vengeance des sudistes, mais bon... Oui, le fameux John Wilkes Booth. Voilà. Et il a été donc assassiné. Et alors, juste après, le président qui a suivi a annulé, évidemment... Andrew Johnson. Hein. Voilà. Et il a annulé la fabrication de ces greenbacks. Et alors, près d'un siècle après, presque jour pour jour, John Fitzgerald Kennedy a décidé aussi de créer une monnaie gouvernementale garantie sur l'argent, le métal, l'argent. Mm-hmm. Et il a aussi été assassiné. Et la première décision de son successeur dans l'avion qui le ramenait de Dallas, c'était non pas ce que l'on dit souvent d'abroger la loi qui avait permis la création, mais seulement d'interdire, d'arrêter toute fabrication de nouvelles pièces, de nouveaux billets. C'était un autre Johnson. C'était un autre Johnson. Oui. Lyndon. Et c'est presque un siècle jour pour jour après. Oui, comme quoi. Il y a des choses étonnantes. Non, mais on voit qu'il y a des constantes dans l'histoire américaine. En tout cas, le livre montre très bien, et ça c'est assez remarquable, donc quels vont être aussi les tenants et aboutissants consécutifs à la création de ces réserves fédérales. Donc, dans les grands événements auxquels les États-Unis vont être mêlés tout au long du XXe siècle, dont le livre aborde la question de la Grande Dépression, l'implication aussi de ces financiers dans les deux conflits mondiaux, ainsi que toute la politique d'après-guerre. Donc, vraiment, je ne peux que recommander à nos auditeurs de se plonger dans cet ouvrage qui fera date, qui est un ouvrage qui permet justement d'expliquer une partie de la politique souterraine de ces dernières décennies et qui permet de voir sûrement certaines réalités de notre jour. Jean-Patrick ? Et moi, je voudrais dire un grand merci à ceux qui ont pris l'initiative de le publier, parce que ça fait partie de ces livres que l'on connaît par ouï dire, mais pour lequel le public français est relativement, surtout s'il n'est pas très angliciste, très anglophone, est relativement démuni parce que on ne l'a pas sous la main. Grâce à vous, désormais, dans toute bonne bibliothèque, on pourra faire référence directement au livre de Mullins et non pas à travers des citations de citations, parce que c'est souvent le cas dans les travaux qui travaillent sur le mondialisme, qui examinent le mondialisme en France. On travaille beaucoup à partir de citations d'auteurs qui se recoupent, secondaires, tertiaires, quaternaires même. Et là, pour une fois, on a
un ouvrage. Non, là c'est vrai que moi j'avais remarqué qu'on trouvait le livre de Mullins, donc téléchargeable sur Internet, bon, mais en version originale. Voilà. Donc là vous avez le mérite vraiment de le rendre accessible. C'est une version enrichie, et puis c'est vraiment avec les dernières notes de l'auteur. On a eu, grâce à son héritier, nous avons traité directement avec son héritier. Nous avons eu les derniers documents, les derniers écrits de l'auteur. Non, mais vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail soigné qui est vraiment un régal pour le chercheur, pour l'historien, avec toutes les annexes et toutes les mises à jour que vous avez effectuées. Donc, une fois de plus, félicitations. Merci. Et souhaitons surtout que cet ouvrage trouve son public, parce qu'il est vraiment au cœur aujourd'hui des enjeux, plus que jamais actuels. Bon, François, vous devez nous quitter. Donc, nous souhaitons bon vent et espérons que cet ouvrage trouve véritablement son public. Nous allons poursuivre avec Jean-Patrick pour la thématique connexe que nous avons éditée tout à l'heure. Voilà. Alors Jean-Patrick, l'ouvrage de Stace Mullis dont nous venons de parler, que nous venons d'évoquer, est sous-titré La London Connection. Donc ça nous ramène un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux racines profondes anglo-saxonnes de ce vaste courant mondialiste qui va prendre son envol au cours du XIXe siècle, souché donc dans l'archipel britannique, avec plus tard donc des développements outre-Atlantique. Donc, quels sont les fondements profonds de ce mondialisme classique, comme vous le précisez dans de nombreux articles et entretiens parus dans les derniers numéros de la revue Terre et Peuple Magazine, revue que, au passage, je recommande chaleureusement à nos auditeurs, qui est un formidable instrument de formation pour tout militant identitaire européen qui se respecte. D'ailleurs, je signale à ce propos la sortie du dernier numéro, le numéro 46, donc du Solstice d'hiver, qui est intitulé Le soleil reviendra, avec un dossier consacré un petit peu à des traditions des traditions vieilles européennes de nos peuples, plusieurs articles d'André Stator, d'Alain Cagnat et de Pierre Vial, ainsi que bien sûr la 4e partie, je crois, de votre entretien sur la thématique qui nous occupe ce soir. Alors Jean-Patrick, les racines profondes de ce mondialisme anglo-saxon, anglais, je crois que ça nous ramène au XVIe, voire XVIIe siècle surtout. Voilà. Disons tout de suite, c'est un mondialisme en construction, c'est-à-dire que ce n'est pas... c'est la genèse, en fait. C'est l'archéologie, on ne peut pas penser que le mondialisme que nous avons aujourd'hui sous les yeux surgisse tout armé de la cervelle de quelques penseurs ou hommes d'action britanniques au XIXe siècle. Disons que depuis le XVIe siècle, le XVIe, XVIIe siècle, depuis la conversion au protestantisme, pour faire bref, de la Grande-Bretagne, il y a un petit peu cette idée que les Anglais ont reçu l'élection divine. Ont reçu l'élection divine. La notion d'élection est très forte dans le protestantisme, dans la Bible aussi, puisque ça se rattache au peuple élu. Et quelque part, les Anglais vont ou en tout cas une certaine fraction des Anglais vont se percevoir comme le peuple élu. Je crois à travers notamment les écrits de John Milton. À travers les écrits de John Milton, en faisant progressivement l'alliance entre l'élection et la culture. C'est-à-dire que la culture britannique étant l'un des signes de l'élection, est tout à fait l'anglais et la langue divine aussi. Est tout à fait le symbole d'un pays, d'un peuple qui est amené à avoir une destinée non pas manifeste comme les Américains le diront quelque part un peu plus tard, mais une destinée supérieure à l'ensemble. Oui, je crois que c'est Milton qui disait que le peuple anglais était l'incarnation spirituelle du peuple hébreu. Oui, tout à fait. Donc là, je crois que c'est très clair. Tout à fait. Puisque le protestantisme ne se console pas de n'avoir pas été juif, de n'avoir pas été hébreu, de n'avoir pas été des juifs qui reconnaissent le Christ. Donc ça, ils ne se pardonnent pas d'avoir raté ça. Et bien sûr, ils ont des circonstances atténuantes, ils sont apparus quelques siècles ultérieurement. Sûr, ouais. Mais ils essayent de reprendre cette tradition. Donc là, on est vraiment dans une Angleterre qui commence à se couper de manière radicale de sa souche européenne, quelque part. Ça me rappelle d'ailleurs une remarque que faisait Zondbart dans son magistral ouvrage Le Bourgeois, où il disait que les dernières souches aristocratiques anglaises de l'époque plantagenée, de l'époque médiévale, s'étaient éteintes à l'issue de la bataille des Deux Roses. Donc je crois qu'aussi,
il y a aussi une phénomène sociologique qui s'ajoute à ça, c'est la naissance de cette fameuse gentry, de landlords, donc dès le début, fin 16e, début 17e siècle, dans laquelle va s'opérer justement l'enracinement de ce protestantisme dissident, et notamment la branche puritaine. Alors, deux choses. C'est vrai que, d'une manière globale, l'histoire de la Grande-Bretagne va sembler donner raison à cette doctrine de l'élection. Parce que si on regarde avec le recul, les 2 siècles, 18e, 19e siècle, on a l'impression d'une avancée pratiquement sans nuage, sauf peut-être la sécession américaine à la fin du 18e siècle, mais c'est un pays qui, à la fois sur le plan de la puissance mondiale et sur le plan de la puissance économique, parce que c'est là que naît cette fameuse révolution industrielle, semble s'imposer au 19e siècle. Est-ce qu'on peut dire que c'est sous le règne d'Élisabeth la Première que commence à s'opérer ce basculement, en quelque sorte, avec justement l'idée peut-être d'être une thalassocratie, l'ouverture des mers, avec l'importance du piratage. L'idée certainement, avec... puis la défaite de la Vessie d'Armada en 1588, qui était perçue comme quelque chose de providentiel, quelque part. Je suis tout à fait d'accord. Alors le deuxième point, c'est l'influence des non-conformistes, de ces sectes protestantes non-conformistes qui vont en situation de concurrence les unes avec les autres et en concurrence avec la religion dominante anglicane, porter un certain nombre de thématiques que l'on retrouvera peut-être davantage dans cette version gauche du mondialisme anglo-saxon issu qui aura produit la Fabian Society, par exemple. Dont vous parlez tout à l'heure. Oui. Mais effectivement, ces non-conformistes, avec l'accent qu'ils mettent sur l'éducation, et sur l'éducation qui permet de remodeler la personnalité, qui permet de remodeler véritablement une société. L'éducation, c'est pas simplement apprendre les éléments qui vous permettent de bien réussir dans la vie. Non, c'est intégrer une vision du monde. C'est créer quelque part un homme nouveau. Et c'est créer une sorte de constructivisme. C'est créer quelque part un homme nouveau. Alors, bien sûr, si vous poursuivez cette politique d'éducation dans un système relativement endogamique, parce que ces sectes protestantes le sont relativement, vous aboutissez au bout d'un siècle ou deux à des groupes qui ont une puissance sociale, voire économique, infiniment supérieur à leur nombre. À leur nombre. Voilà. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'au sein de ces sectes puritaines, il y avait une sorte de surenchère. Les puritains étaient au pouvoir avec bien sûr le Commonwealth de Cromwell, donc au milieu du XVIIe siècle. Et je sais que même Cromwell avait quand même fait éliminer des puritains qui étaient encore plus extrémistes que lui. Je pense aux Levelers et aux Diggers notamment. Voilà, mais ça c'est l'aspect, c'est la petite période où ils vont participer au pouvoir. Ce qui est plus important à regarder, c'est leur diffusion sociale dans le courant du XVIIIe et au XIXe siècle. De grands noms de la finance, de grands noms du monde des affaires, de l'industrie anglaise, dans tous les domaines, que ce soit de l'alimentaire au chemin de fer après, sont issus de certaines de ces, soit des unitariens, soit des Quakers, soit... C'est une sorte de véritable révolution culturelle qui s'effectue alors au niveau de la société. Un bouleversement. Alors, c'est pas la totalité de la société, c'est ce sont ces petits groupes. Mais les couches dynamiques. Mais qui sont extrêmement dynamiques. Voilà. Extrêmement dynamiques. On trouve encore aujourd'hui, j'ai pas de noms qui me viennent spontanément à l'esprit, mais on trouve encore aujourd'hui des tas de noms connus comme Rowntree, tiens, par exemple, qui est une famille d'origine Quaker, qui a fait fortune depuis le 18e, 19e Oui, donc siècle. toutes ces sectes qui, pour beaucoup d'entre elles, iront immigrer dans le Nouveau Monde, dont nous parlerons tout à l'heure, et qui fera justement cette connexion. Une des connexions donc, entre ces deux rives de l'Atlantique. On oublie souvent d'ailleurs entre les deux rives de l'Atlantique, c'est que malgré la sécession américaine à la fin du XVIIIe siècle, les communications n'ont pas été interrompues. On va communément d'Angleterre dans les nouveaux États-Unis. Et on a l'avantage, c'est qu'on partage la même langue, c'est-à-dire qu'il est très facile pour l'élite américaine de venir se former en Angleterre. Il est très facile pour l'élite anglaise d'aller voyager aux États-Unis. Aucune barrière de langue. Les livres circulent.
Un livre qui paraît en Angleterre, les écrits de tel ou tel sont pratiquement très rapidement connus aux États-Unis, et inversement. Voilà. Alors, dans vos divers entretiens parus dans le Terrible Magazine, Jean-Patrick, vous notez que au tournant du XVIIIe, XIXe siècle, il y a un certain désarroi, certains moments de doute qui commencent à se faire part dans ces couches de la population consécutifs à l'indépendance américaine, qui a rompu déjà un lien politique avec la couronne. D'autre part, le développement fulgurant d'une misère sociale consécutive à l'industrialisation rapide. Donc l'Angleterre est le premier pays à inaugurer ce que l'on va appeler la révolution industrielle, ainsi que la concurrence étrangère qui va se faire jour, notamment à la fin du XIXe siècle, notamment à travers l'Allemagne wilhelmienne. Alors, il y a un doute un petit peu cette élection divine, et c'est à ce moment-là où vous dites que plusieurs personnalités vont jeter les bases d'un projet impérial et planétaire, souché autour de cette idée anglo-saxonne, et cette idée impériale et planétaire qui va être en quelque sorte à l'origine de ce concept d'Occident, tel que nous l'entendons aujourd'hui au XXe siècle, et tel d'ailleurs comme que nous l'avons développé dans une précédente émission sur cette antenne. Alors, parmi ces personnalités, vous citez celle qui va être à l'origine de beaucoup d'épigones, John Ruskin. Que pouvez-vous nous dire de John Ruskin ? Alors John Ruskin, c'est un personnage fascinant. C'est l'un de ces personnes de forte influence, très peu connues. Voilà, donc né en 1819, pour resituer pour nos auditeurs. Et puis mort avec le XXe siècle, donc qui a traversé tout le XIXe siècle. John Ruskin, c'était un touche-à-tout de génie quelque part. Il est aussi bien artiste que sociologue, qu'historien, que philosophe. Il va s'engager dans tous les combats artistiques de son époque. Et il finira par, là où c'est intéressant pour notre sujet, il finira par fonder à Oxford, dans un des collèges d'Oxford, une école de dessin qui sera bien plus qu'une école de dessin, qui sera peut-être une sorte d'école communautaire de vie pour les jeunes gens prometteurs de l'aristocratie britannique. Voilà, il est en relation notamment avec les peintres pré-raphaélites, comme Dante Gabriel Rossetti et William Morris. Il était ami donc avec Dante Gabriel Rossetti, et c'est par leur intermédiaire qu'il a fait connaissance de William Morris, qu'il a fortement influencé. Morris lui-même, qui aura une petite influence sur les socialistes. Voilà, éventuellement on en reparlera tout à l'heure. Ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que dès que l'on touche un nom, comme c'est un petit milieu, c'est un microcosme. C'est comme une toile d'araignée, en fait. C'est comme une toile d'araignée. Vous tirez un fil et puis tout le reste vient. On est vraiment dans une sociologie de raison, en quelque sorte. De sociologie de raison et d'un petit monde au XIXe siècle. Et même après. C'est un petit monde où tout le monde se connaît. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire la trajectoire des individus. D'accord. Donc, Ruskin, que vous présentez comme mu par une inspiration chrétienne et socialiste, conjuguée à une philosophie platonicienne, donc avec l'idée que c'est une élite venue d'en haut qui va imprimer le mouvement, le changement profond. Donc, selon vous, Ruskin aurait influencé des personnalités marquantes qui vont suivre donc la destinée un petit peu de cet homme. Vous citez Arnold Toynbee, le père, Alfred Milner et Cecil Rhodes. Alors, Arnold Toynbee, l'oncle. L'oncle du fameux historien. Voilà. Oui, alors, bon, il fallait bien choisir trois personnages bien emblématiques, et ce sont ceux sur lesquels Carroll Quigley, seul historien américain qui a véritablement travaillé sur cette mouvance mondialiste anglo-américaine, et c'est les trois personnages qu'il met en avant, c'est-à-dire Arnold Toynbee, Alfred Milner et Cecil Rhodes également. Voilà, donc Carroll Quigley, dans un ouvrage que vous mettez en main, The Anglo-American Establishment. Donc, Carroll Quigley qui est mort en 1917 d'ailleurs. Voilà. Alors ça, c'est un livre qu'il avait publié qu'il avait en projet de publier dès le début des années 50. Mais on lui avait fait remarquer à l'époque qu'il y avait un peu trop de gens
toujours fortement en activité. D'accord. Et il valait mieux qu'il le garde dans ses tablettes, et ce livre a été publié post-mortem. Alors, pour revenir à Arnold Toynbee, oncle, quelles sont ses grandes idées un petit peu? Alors, Arnold Toynbee, c'est une personnalité charismatique à Oxford, qui, c'est un économiste. Il a à la fois une dimension un petit peu religieuse, mais surtout, il a choisi l'économie comme cheval de bataille. C'est le créateur de l'expression révolution industrielle dans ses premiers travaux. Et de l'économie, il passe assez rapidement à la question sociale, et il se préoccupe justement du sort de cette classe populaire misérable en Angleterre dans les années 1870-1875. Comme Ruskin, il partage l'idée que le monde, la dimension culturelle anglo-saxonne, c'est ce que l'humanité a produit de mieux, a produit de meilleur, et jamais elle ne pourra produire quelque chose. Donc on est au sommet de l'évolution culturelle. Voilà, on est au sommet. On est à l'époque de Darwin, si vous voulez. Il y a une sorte par effet d'entraînement. Bon, il y a eu une sorte de la sélection naturelle a mené les Anglais destinés à mener le monde, à diriger le monde. Sélection culturelle qui donc là, effectivement, a mis la culture anglo-saxonne au sommet. Et comme Ruskin, il pense que si on la garde confinée dans le petit monde de l'aristocratie anglaise, très estimable en soi, eh bien, le grand risque, c'est à une époque qui est déjà mondialisée. C'est que la révolte des masses en Grande-Bretagne... prophétisée par Ortega y Gasset. Et la révolte des masses peut-être dans le reste du monde, puisque c'est l'époque aussi de la colonisation, on y reviendra, risque de balayer tout ça, et ce serait une perte irréparable pour le monde. Et Toynbee a l'idée, effectivement, de travailler cette question sociale, il adhère à un certain socialisme pour essayer de retenir ces classes populaires anglaises vers l'élite. Toynbee en lui-même est intéressant, mais il va mourir jeune. Il va mourir jeune, donc pas assez pour avoir Vous une écrivez action. aussi qu'il met l'accent sur l'idée d'empire britannique qui doit rester uni, donc restaurer des liens avec les États-Unis, et puis aussi l'idée de liberté, liberty, donc la liberté anglaise qui éclaire le monde en quelque sorte. Tout à fait. Toynbee est surtout intéressant pour son ami, son meilleur ami, Alfred Milner, qu'il va profondément marquer et influencer. Et là, on a un personnage qui va jouer un rôle cardinal dans la structuration de ce mouvement autour de l'idée anglophone, qu'on n'appelle pas encore occidentale ni mondialiste, mais l'idée y est. Alors, développez un petit peu sur Alfred Milner, s'il vous plaît, Jean-Patrick. Alors, Alfred Milner, il est d'une famille originaire d'Allemagne, installée en Angleterre. Il a encore quelques racines allemandes à l'époque. Il hésite même, à un moment donné, à devenir allemand. Et on peut se penser à imaginer ce que ce serait devenu s'il avait choisi avec ses qualités, l'autre camp. Toujours est-il qu'à Oxford, il rencontre Toynbee. Il est profondément influencé par sa philosophie. Mais Milner n'est pas lui-même un penseur. Milner est plutôt un homme d'action, même s'il va écrire beaucoup dans sa vie. Et il est plutôt attiré par soit le journalisme, un petit peu. Il va tâter du journalisme à ses débuts, ou surtout de la politique, puisqu'il va devenir assez rapidement l'assistant parlementaire d'un personnage, d'un député qui sera aussi, et là on retrouve l'idée bancaire, qui sera aussi président de la Banque d'Angleterre. D'accord, oui. Voilà. On revient à notre problématique tout à l'heure. Voilà, oui. On revient à la problématique de tout à l'heure. Donc, Milner n'a pas d'enthousiasme
antécédent familial aristocratique, mais par le biais de ce Goshen, il va être mis en connexion avec un bloc aristocratique de l'époque qui tourne autour du marquis de Salisbury, qui est souvent ministre, souvent Premier ministre à la fin du 19e siècle. Et ce Salisbury, pour asseoir son pouvoir dans le gouvernement anglais, depuis longtemps, travaillait à recruter dans les milieux étudiants d'Oxford, qui formait à l'époque la majeure partie des jeunes gens de l'aristocratie. Il avait dans l'idée de recruter les jeunes gens les plus doués, les plus prometteurs, de les faire monter assez rapidement en responsabilité, en n'oubliant pas non plus de les marier au passage, de manière à ce que les connexions familiales aristocratiques soient renforcées et que ça fonctionne comme des cercles concentriques qui, de proche en proche, innervent une grande partie de l'élite britannique. Et puis, on recule pas non plus à donner leur chance à des gens qui sont pas nés forcément avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais dont on voit qu'ils ont un certain nombre de capacités. Et Milner a des capacités. Donc, on va lui donner sa chance. Et il va, après avoir travaillé autour de Goshen, il va pouvoir rentrer dans une carrière d'administrateur qu'il va démarrer en Égypte, à un moment justement très charnière où l'Angleterre est en train d'évincer complètement la France de l'Égypte. Canal de Suez oblige à cette période. D'accord. Vous écrivez que justement Milner va être conscient d'un cocktail détonnant justement dans cette dynamique des réseaux qui va mettre en place et qui donnera plus tard naissance, que vous développerez tout à l'heure, donc les fameux jardins d'enfants de Milner, les Milner's Kindergarten. Donc ce mélange d'amitié et d'idéologie. En fin de compte, on dit d'une sociabilité typiquement anglaise, où à la fois des liens personnels sont renforcés par une même vision du monde et en fin de compte des réseaux qui sont destinés à innerver tout l'ensemble de la société. Récapitulons. Milner, il est déjà au centre d'un réseau, celui des amis de Toynbee. Et les amis de Toynbee, c'est-à-dire ceux qui ont fait ses propres condisciples à Oxford, seront toute sa vie sa garde rapprochée, ceux en lesquels il aura le plus de confiance et qui auront des fonctions officielles un peu partout dans l'Empire. Le deuxième réseau, c'est le bloc Cecil, dans lequel il rentre et sur lequel il va mettre la main au fil des ans, parce que le neveu du marquis de Salisbury, Arthur Balfour, va en hérité. L'auteur de la fameuse déclaration. L'auteur de la fameuse déclaration Balfour et futur ministre des Affaires étrangères britanniques, va hériter de ce réseau aristocratique. Et Milner va le recruter à l'intérieur de son propre réseau. Ce qui fait qu'en recrutant la tête de réseau, il recrute le réseau complet. Et donc, mais Milner va comprendre que si le bloc Cecil pouvait uniquement fonctionner sur de l'amitié ou sur des liens familiaux, sur des liens familiaux, ça ne suffisait pas. Lui, il va garder l'amitié. Pour lui, l'amitié est très, très importante. Il va garder les liens familiaux, mais il va introduire l'idéologie. C'est-à-dire que pour lui, il est beaucoup plus important d'être uni. Enfin, il faut être uni aussi par l'idée, le projet que l'on a. Alors, le projet, quel est-il? Et c'est là où on trouve le troisième homme de Cecil Rhodes. Voilà, de l'influence. Le fameux Cecil Rhodes. Voilà, le fameux Cecil Rhodes. Par lesquels Milner va être mis en contact. D'ailleurs, à travers Cecil Rhodes et Milner, beaucoup de choses, vous le dites, se passent en Afrique du Sud, qui est un peu sorte de laboratoire pour ce type d'entreprise. Voilà, mais l'entreprise de Cecil Rhodes est fascinante. C'est quelqu'un qui n'a pas de fortune au départ. C'est le 8e enfant de famille de pasteurs, et qui est envoyé par hasard en Afrique du Sud parce qu'il a un frère là-bas, et lui, il venait juste de commencer ses études à Oxford, mais il était de santé fragile.
fragile. Et ses parents se disent, finalement, envoyons-le, peut-être que le climat est meilleur en Afrique du Sud, donc envoyons-le là-bas, il se refera une santé. Il arrive au bon moment. Il arrive juste au moment où on découvre les mines de diamants, toutes les mines dans la région de Johannesburg, où il y a une véritable ruée vers l'or, ruée vers le diamant, etc. Et qu'est-ce que va faire Cecil Rhodes? Il va pas prendre sa petite pelle pour aller farfouiller le sol. Non, il va se dire, finalement, c'est très aléatoire de trouver quelque chose dans le sol. En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que les mineurs, ça mange, et les mineurs, ça a besoin d'outils pour travailler. Et donc, à Johannesburg, qu'est-ce qu'il va faire? Là aussi, il ne le connaît pas, mais le premier nom auquel il va frapper, c'est le nom de Nathan Meyer Rothschild, qui est à ce moment-là présent en Afrique du Sud, parce qu'il y a des choses qui se passent de manière très intéressante sur le plan financier. Et entre les deux hommes, le courant passe. C'est-à-dire qu'il a même pas 20 ans. Hein. Il n'a même pas 20 ans, ce Cecil Rhodes. Entre les deux hommes, le courant passe et Rothschild accepte de lui avancer l'argent qui lui permet de démarrer. Et en 2-3 ans, il va bâtir une fortune, il va devenir multimillionnaire, etc. Il va même racheter après les concessions des mineurs, des mineurs ruinés, et fonder sa propre compagnie minière, la fameuse. Justement, ce que vous dites à propos de Rhodes, c'est que justement, l'obtention de la richesse n'est pas but en soi. Alors, c'est un moyen. Dès que Rhodes a un peu les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Sa santé est meilleure, il revient en Angleterre, il revient à Oxford, ses premiers amours, et reprend ses études. Il reprend ses études, il va mettre un certain temps à les achever parce qu'il entrecoupe ses études de retour en Afrique du Sud, parce que depuis, il a quand même quelques responsabilités de gérer un empire financier, et quelques ambitions politiques aussi commencent à se faire jour pour lui en Afrique du Sud. Donc il revient à Oxford, et c'est là qu'il qu'il va suivre les cours de Ruskin. Donc c'est là où il est absolument fasciné par lui. C'est là aussi où il va rencontrer un autre personnage fabuleux dont j'ai à peine parlé dans mes entretiens, c'est William T. Stead. Le journaliste. Le journaliste qui est à la fois journaliste d'investigation assez provocateur, qui va même parfois en prison parce qu'il va parfois... c'est William T. Stead, c'est pas John Stead. Oui, c'est William T. Stead. Un personnage fascinant, c'est William T. Stead. C'est pas pareil d'ailleurs. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que il est aussi spirit. Il fait tourner les tables, comme beaucoup de gens. C'était à la mode un peu à l'époque. Comme beaucoup de gens à l'époque. Mais pour lui, il va avoir une idée prémonitoire. C'est-à-dire que Stead va écrire un roman dans lequel il raconte l'histoire d'un bateau qui s'appelle le Titan, qui, en traversant l'Atlantique, rencontre un iceberg. Voilà. Et coule. Et ce qui est quand même assez étrange, c'est que Stead est mort en 1912 sur le Titanic lors de la première traversée, unique traversée de ce. Il a entrevu sa propre mort. Donc Stead n'en est pas là encore. Donc c'est quelqu'un qui a à la fois la fibre sociale, il a la fibre sociale et l'intérêt pour l'empire britannique et l'idée anglophone générale. Et à un moment. C'est Stead qui est connu, Rhodes ne l'est pas, et c'est Rhodes qui le démarche. D'accord. Et les deux hommes se rencontrent, c'est un coup de foudre, Stead revient chez lui, Cecil Rhodes c'est mon homme, toutes les idées que j'ai, il me les a dites, et il est prêt à mettre tant de dizaines de milliers de livres sur la table pour pouvoir les faire avancer. Stead est journaliste. Il est rédacteur en chef de la Quarterly Review, dans lequel un certain Alfred Milner fait des piges et journaliste. Et le réseau. Les deux se connaissent, et très rapidement, Stead va présenter Alfred Milner à Cecil Rhodes. Première connexion qui se réalise. Alors vous me disiez qu'effectivement pour Rhodes c'était pas l'argent qui comptait en soi. L'argent était ni pour Milner ni pour la plupart Ce sont des hommes qui ont une vision. Voilà, ce sont des gens qui ont une vision. L'argent pour eux est nécessaire comme moyen. Et ils vont être très attentifs
à gérer ces moyens. Donc on est aux antipodes des barons voleurs dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et même les barons voleurs, il y aurait à dire, à en redire, parce que la plupart de ces barons voleurs vont créer des fondations. Et que vont faire ces fondations dès le début du XXe siècle? Elles vont financer des projets qui se trouvent idéologiquement dans la ligne de nos mondialistes anglo-saxons. D'accord. Une grande partie, dans les années 1910-1920, des efforts du groupe Milner, dont on est en train de parler, sera en particulier financé par la Fondation Carnegie, qui est complètement gérée par JP Morgan. Dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, là aussi, c'est pas parce qu'on est baron voleur à un moment donné qu'on n'a pas forcément d'idées et qu'on n'a pas forcément un certain nombre de projets. Il faut faire un peu le tri. Donc, voilà, pour en revenir à Rhodes, il va mettre les idées en pratique parce qu'il va consacrer toute sa fortune à fonder des bourses Rhodes, Rhodes Scholars en anglais, qui servent à financer les études à Oxford, dans les collèges d'Oxford qu'il avait connus, des plus méritants étudiants, qu'ils soient anglais ou d'origine scandinave, américaine, allemand parfois, sauf dans les périodes où l'Angleterre et l'Allemagne ont tendance à se crêper un peu le chignon. Mais vous voyez, c'est toute sa fortune va servir à former et sert encore aujourd'hui. Les Rhodes Scholars sont parfois célèbres. Bill Clinton est un ancien Rhodes Scholars, par exemple. Donc on a... alors les Rhodes Scholars, c'est pas uniquement dans le domaine de la science politique, ça peut être aussi des gens dont on finance les recherches dans la médecine, dans la recherche pharmaceutique, etc. Mais l'idée de Rhodes, c'était ça, qu'ils finissent leur cursus d'études à Oxford pour connaître la sociabilité particulière de ce lieu et nouer entre eux des liens qui permettront ensuite d'être démultipliés à l'échelle mondiale. Très bien, le moment est venu de faire notre pause musicale. Alors nous restons en Angleterre, mais une Angleterre plus conforme un petit peu à nos options, à nos goûts, la Merry Old England, enfin une Angleterre traditionnelle, et je dirais même païenne, à travers le groupe Sol Invictus, le groupe Sol Invictus animé par Tony Wakeford, qui fut un des membres du groupe culte Death in June, un album intitulé Lex Talionis, et le morceau, c'est Blood Against Gold, tout un programme, le sang contre l'or. I see the torchlights in the dark. I hear voices echo from the past. See black angels washed in silver rays, embracing beauty and crushing slaves. Blood against gold. Blood against gold. Blood against gold. Against gold. I see a spectre, I watch it grow. I see great armies lost in the snow, their faces torn like a bloody veil, and history's winds blow betrayal. Blood against gold.
the tears that lovers weep in this soulless age of broken dreams. But from the shadows an accusing scream. Love against gold. Love against gold. Love against gold. Love against gold. Alors, revenons après cet intermède musical tout à fait sympathique à Cecil Rhodes. Donc, vous dites dans votre entretien, dans Terre et Peuple Magazine, que Rhodes avait un tempérament plus mystique, si on peut dire ainsi, que Milner et William Tested, et que, bon, il a été intronisé en maçonnerie, d'une part, et d'autre part, il va avoir l'idée d'une société secrète. Une forme de sociabilité qui était un petit peu à la mode déjà à l'époque. On peut penser à la Golden Dawn, The Outer et d'autres sociétés qu'on trouvait dans l'espace anglophone. Que peut-on dire donc sur justement cet aspect aussi de l'œuvre de, si je puis dire, de Cecil Rhodes? Alors, Cecil Rhodes, comme d'autres, avaient le sentiment que leur projet, qui était la promotion de l'idée anglophone, préfiguration de l'Occident, quitte à ce que cette idée anglophone aboutisse au regroupement des États-Unis et de l'Angleterre, Rhodes pensait même éventuellement à transférer le centre politique aux États-Unis. Carrément. Ouais. C'est-à-dire que c'était un petit peu en décalage, on va dire, avec la pensée dominante en Angleterre. Donc il n'était pas question, sans être ridicule, d'aller sabre au clair pour présenter ses idées. L'idée était, dès le départ, de travailler dans l'arrière-cour, dans l'arrière-scène, c'est-à-dire de sensibiliser ceux qui préparent, on dirait sensibiliser les décideurs aujourd'hui, ceux qui préparent, ceux qui font les choses, en leur mâchant le travail, en pensant pour eux, en travaillant pour eux, mais en pensant de manière concrète, en faisant des projets de loi. Une sorte de think tank. Voilà, une sorte de think tank avant la lettre. Et donc, pour pouvoir travailler relativement discrètement, mais relativement coordonné aussi, l'idée de Rhodes, c'était d'avoir une sorte de société secrète. Alors, bien qu'il ait été franc-maçon, son modèle d'origine, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est l'ordre des Jésuites. Et il a dans l'idée, à un moment donné même, on trouve dans ses papiers l'idée qu'il faudrait retrouver la constitution de l'ordre des Jésuites et remplacer simplement Église catholique par Empire britannique à l'intérieur. Tant qu'à y être. Donc, voilà, tant qu'à y être. Donc cette idée, c'est bien quand même d'avoir quelque chose de structuré et relativement inconnu, parce qu'il a bien compris que l'action de plusieurs personnages, si elle n'était pas repérée, si elle apparaissait comme autonome, s'ils apparaissaient comme autonomes les uns des autres, pouvait être beaucoup plus efficace que l'action d'un groupe repéré. Alors, il a cette idée avec Steed, Lord Esher, qui est un des, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui est aussi un des nœuds politiques cardinaux peu connus de la Grande-Bretagne de cette époque, confident de la reine Victoria et de son successeur, maître d'œuvre de plusieurs enterrements et couronnements royaux, enfin quelqu'un qui est encore à l'époque une forte influence, et bien sûr Alfred Milner,
et William Testide. Donc l'idée, c'est de créer une société fondée un peu sur le modèle des jésuites, en deux parties. Un cercle intérieur et un cercle intérieur, société des élus, et un cercle extérieur appelé l'association des bienfaiteurs. L'association des bienfaiteurs ayant pour vocation de faire travailler soit des journaux, soit d'autres organisations économiques au bénéfice de l'œuvre commune. Sachant que les membres de la société des élus savaient qui étaient membres bienfaiteurs et pas forcément les membres bienfaiteurs. Sauf qu'avec le temps, il y a nécessairement toujours une porosité entre les organisations. Et comme le dit Quigley à un moment donné, il dit au bout d'un certain temps, ils auraient été bien stupides, les membres bienfaiteurs, s'ils n'avaient pas compris qu'il y avait autre chose, qu'ils participaient à autre chose. Et de toute façon, ça fonctionnait un peu comme un sas, et ils avaient pour but d'y accéder avec le temps. Donc, cette idée... Alors, Rhodes, bien sûr, aurait peut-être voulu, comme il était franc-maçon, il aimait bien les rites, il aimait bien les mots de passe, les signes, etc. Vous dites que ça parlait moins à ces deux autres compères. Oui, ça parlait beaucoup moins à Lord Esher, ça parlait beaucoup moins... Surtout à Alfred Milner. Milner, c'est un pragmatique, hein. C'est un homme d'action, c'est un administrateur, rien de moins romantique qu'un administrateur. Donc... finalement, ça s'est réduit comme ça. Être initié, c'est-à-dire être mis au courant, c'était simplement être mis au courant. Bon. Quand vous étiez mis au courant que la société des élus existait, ben ça y est, vous étiez... et que vous saviez que vous alliez travailler en collaboration avec plein d'autres. Alors justement, dans cet ordre d'idée, pour revenir à Alfred Milner, vous évoquez ces fameux Milners Kindergarten, ces jardins d'enfants de Milner. Qu'en est-il exactement de ces jardins d'enfants ? Alors, jardin d'enfants, tout relatif. Oui, bien sûr. C'est le nom... C'est ma manière de parler. Voilà, c'est le nom qu'on lui a donné, par la suite. Alors, que s'est-il passé ? C'est quand, à la suite d'un certain nombre de vicissitudes concernant la politique sud-africaine, avec la rivalité avec les républiques bourgs, dont nous parlions à l'instant. Voilà, donc ils n'ont pas voulu jouer le jeu impérial, en quelque sorte, la grande vision de la Fédération africaine vue. Entreaperçu, prophétisé par Cecil Rhodes. Ils ne voulaient pas jouer ce jeu, et puis ils avaient le malheur pour eux d'être en plein milieu d'un chemin géopolitique. Oui, de l'axe. De l'axe après au Rhodésie. De l'axe Le Caire, Le Cap, que Cecil Rhodes aurait bien voulu créer. Donc, pour résoudre ce problème, Rhodes et ses compagnons, membres aussi de ce cercle des élus, tentent en 1896-97, une sorte de coup de force qui échoue. Jameson, le raid de Jameson, je crois. Jameson, qui faisait partie donc de la Société des élus en Afrique du Sud autour de Cecil Rhodes. Et Rothschild aussi, dont on parlait tout à l'heure, puisque Rhodes se disait, pour gérer les affaires financières, autant avoir quelqu'un qui s'y connaît. Et même si Rothschild... il faut reconnaître que Rothschild n'a jamais vraiment cru à cette idée, mais qu'il a fait scrupuleusement ce qu'on lui a demandé. C'est lui qui a fait les montages qui ont permis la création des Rhodes Scholars ultérieurement. Donc, pour revenir à Milner, est nommé par l'entregent de Rhodes et de Steed au commissaire en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il va avoir la haute main politique et militaire avant, pendant et après la guerre des Boers. Sur l'Union sud-africaine, qui vit justement à réconcilier les Anglos. Là, il faut être très, très précis. Donc, quand je dis avant, pendant et après, c'est jusqu'en 1905, date à laquelle où il est relevé de ses fonctions. L'Union sud-africaine n'existe pas encore. D'accord, mais c'est le kindergarten qui va la créer. Alors, que fait Milner ? Il a besoin de collaborateurs. Et que va-t-il faire ? Eh bien, il va aller les puiser parmi soit des jeunes officiers ou des jeunes
jeunes gens issus des grands collèges d'Oxford dont nous parlions tout à l'heure. Et il va donner leur chance à une cinquantaine de personnages, une cinquantaine de jeunes gens dans tous les domaines, service civil, service militaire, mais surtout service civil. Et son idée, c'est de les mettre tout de suite en responsabilité. Ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que... Donc ils essaiment un peu partout. Voilà, ils essaient, mais Voilà. lui, il a un charisme fou, Milner, auprès de ces jeunes gens. Il leur dit, vous n'êtes pas connus, enfin, sauf par vos noms, mais vous n'avez pas fait vos preuves encore. Ben, moi, je vous offre de pouvoir le faire. Voici le chantier, et c'est un immense chantier. Donc, il les met tout de suite en responsabilité et en grande responsabilité. Donc, en même temps, ces gens-là vont se former sur le tas. Vont se former sur le tas et former école entre eux. Il va se nouer entre eux des relations d'amitié très fortes entre Kerr, Curtis, Brandt et d'autres. Et en même temps, ils vont avoir cette dévotion au chef, à cette personnalité charismatique qu'est Milner. Donc, ils sont une cinquantaine et on va retrouver ces 50 noms dans les Milner's Boys, en quelque sorte. Dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans qui suivent, ils vont être au cœur de la politique étrangère britannique et aussi du système des affaires britannique. Enfin, quand je dis britannique, il faudrait dire de l'ensemble de l'Empire. De l'Empire, oui. Donc, Commonwealth compris, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Donc, ce Milner Kindergarten, qui a donc été nommé comme ça, on lui a donné le nom allemand parce qu'on voulait faire sentir à Milner que ses origines, ses origines allemandes. Alors, Milner est obligé de quitter l'Afrique du Sud en 1905 parce qu'il y a un changement politique à Londres, il n'est pas dans le bon camp, et il va avoir là une petite dizaine d'années de traversée du désert, qu'il va utiliser à s'occuper des Rhodes Scholars. Parce que si c'est Rothschild qui a mis au point le financement, celui qui a la main immédiatement sur l'organisation des bourses Rhodes, c'est Milner. En quelque sorte, c'est un éveilleur. Voilà, c'est un éveilleur. Dans sa catégorie. Mais les membres de Kindergarten vont rester sur place, en Afrique du Sud. Ils vont avoir l'idée de cette fédération, future Union sud-africaine. Ils vont petit à petit faire passer cette idée en créant une revue, en créant des groupes de réflexion dans les diverses... Or, la revue, vous faites allusion à la fameuse revue The Round Table. Non, The State, une autre revue. The State, qui était justement le laboratoire, qui a été le laboratoire finalement c'est à partir de l'expérience sud-africaine que l'expérience de The Round Table va être... Donc quelques années plus tard, parce que je crois que c'est en 1909. Voilà. Juste au moment où ils reviennent. Voilà. Juste au moment où ils reviennent, ils vont travailler sous le successeur de Milner, Lord Selborne, qui est un ami, lui aussi, qui est aussi membre de ce cercle intérieur. Donc, c'est pas parce que Milner n'est pas là que la maison est désertée. Elle est toujours bien gardée, on va dire. Et le Kindergarten va travailler avec Selborne jusqu'en 1909, jusqu'au moment où l'Union sud-africaine est sur les rails et ça peut fonctionner. Alors, il faut bien voir que pour eux aussi, l'Union sud-africaine, c'est une sorte de laboratoire pour faire une fédération des Commonwealth. Enfin, c'est pas encore le Commonwealth, une fédération impériale. C'est-à-dire, ils ont Vous l'idée... dites justement que ce processus n'est pas allé aussi loin qu'il aurait voulu à l'époque, qu'il y a eu des résistances, des dominions qui voulaient garder une certaine marge de manœuvre, et que c'est plus tard, après la guerre, avec cette idée de Commonwealth, justement, qu'on va remettre à l'ouvrage, en quelque sorte. Donc, cette idée... Ces gens sont très pragmatiques. Des gens comme Philip Kerr... Ils prennent leur temps, en quelque sorte. Voilà, comme Philip Kerr ou Lionel Curtis. Leur première idée, c'est une fédération impériale. Comme il y a des réticences dans les dominions, parce qu'on n'a pas envie dans les dominions d'être géré directement et complètement depuis Londres, ils disent, c'est pas grave, on laisse de côté l'idée de fédération impériale, et puis remplaçons ça par des rencontres informelles entre dirigeants, mais on va périodiser ça, et de manière à pouvoir se mettre d'accord sur les grands sujets et les grands dossiers de l'heure. Donc petit à petit, ils sont les premiers à employer l'expression Commonwealth des nations. Alors Commonwealth des nations, ça va leur servir à double titre aussi, parce que c'est ce qui ça va être leur modèle pour la Ligue des Nations. En revanche, la Ligue des Nations, qu'on nous appelons la Société des Nations. La Société des Nations. Donc on est toujours dans cette Voilà, vision planétaire. Ce sont les penseurs de cela. Oui.
Alors justement, un personnage qui va faire un peu le lien entre justement ce kinérateur de Milner et puis plus tard les déclinaisons qu'on va trouver outre-Atlantique, donc c'est ancêtre un peu du transatlantisme, c'est le fameux Lord Lothian, alias Philip Kerr, donc, qui est aussi un membre éminent du groupe Milner. Alors, il fait ses débuts directement. Lui, il sort juste de l'université et il fait ses débuts en Afrique du Sud. Non, il a à peine le temps de rencontrer Lord Milner, lui, parce que Milner part en 1905, mais il rencontre tous les autres membres. Kerr a 20 ans en 1902. Voilà. Donc, il rencontre tous les autres membres du kindergarten, certains d'entre eux avec lesquels il va nouer de très forte amitié. Kerr, c'est celui qui crée la revue The State en Afrique du Sud, préfiguration de la table ronde. C'est lui qui créera aussi la table ronde, parce que comme il a eu une petite expérience du journalisme avec The State, on lui dit, de nous tous, tu es celui qui a la plus forte expérience du journalisme, donc c'est toi en Angleterre qui va mettre sur place la revue The Round Table. Voilà, la revue trimestrielle qui paraît toujours aujourd'hui. Qui paraît toujours aujourd'hui. Avec cette idée, dans The Round Table, les articles ne sont pas signés. Alors, pour deux raisons. Alors, au début, c'était parce que pour masquer le faible nombre des rédacteurs, comme ils étaient que 2 ou 3, il valait mieux que ce ne soit pas signé. Voilà. Avec le temps, c'est plutôt pour permettre à des gens qui ont des responsabilités de s'exprimer librement. Sans se visibiliser. Voilà, sans se visibiliser. D'accord. Vous dites aussi à ce propos, à cette époque-là, qu'il y a l'influence d'un historien qui s'appelle Alfred Zimmern et qui compare un petit peu l'Angleterre, qui commence déjà à trouver la concurrence des États-Unis, une sorte à la Grèce antique, à l'Athènes de la guerre du Péloponnèse. On est à l'époque aussi qui précède la Première Guerre mondiale, et l'Allemagne est plus assimilée à la Sparte militariste. Hein. Tout à fait. Alors Alfred Zimmern... Donc une sorte d'actualisation de la guerre du Péloponnèse, des leçons de la guerre du Péloponnèse. Alfred Zimmern, c'est un de ces illustres inconnus aussi, enfin pas si inconnu que ça, mais plutôt inconnu, peut-être un peu inconnu en France. Il a un grand rôle dans la création de la SDN, puis plus tard de l'UNESCO. Donc, c'est quelqu'un qui a... Et justement, dans son Commonwealth, le Commonwealth grec... The Greek Commonwealth, Politics and Economics in 5th Century Athens. Voilà. Donc, dans l'Athènes du 5e siècle, il établit... il va marquer beaucoup les membres du groupe Milner, parce qu'il leur fournit l'arme intellectuelle historique qui va leur permettre de se comparer. Nous, anglo-saxons, nous sommes dans notre civilisation les successeurs de l'Athènes du 5e siècle. On va faire en sorte de ne pas commettre les erreurs d'Athènes avec son empire, pour ne pas se faire des ennemis, des ennemis comme fait Athènes. Et effectivement, dans ces années 1900-1914, si nous sommes l'Athènes du 20e siècle, la Sparte militariste, c'est l'empire wilhelmien. Ouais. Voilà, d'ailleurs, c'est étonnant de voir les analogies profondes qui existent entre ces deux modèles. Hein. L'Athènes thalassocratique, l'Athènes donc impérialiste, l'Athènes marchande, l'Athènes qui aussi fait la promotion de son modèle démocratique face aux autres cités qui sont clientes, en quelque sorte, dans la Ligue de Délos. Donc, effectivement, on a quand même des analogies historiques conséquentes pour justifier cette comparaison. Et qui sont poussées, fortement poussées par les gens de l'époque. Et qui seront poussées plus tard, à destination du modèle américain de la thalassocratie qui va prendre le relais. Alors, justement, c'est à partir de Kerr que vont se lier plus profondément des connexions transatlantiques. Vous parlez aussi donc d'un autre personnage qui apparaît à l'époque, Walter Lippmann. Alors là le raccourci est immense. Oui. Kerr, on va essayer de. Kerr va devoir déblayer tout ça. Va partir une première fois aux États-Unis en 1909 et l'idée au départ c'est de faire une tournée de propagande de la table ronde au Canada, de mission, on va dire, de missionnaires pour essayer d'avoir des aficionados pour l'idée de fédération impériale. Et puis Kerr fait un petit crochet par les États-Unis parce qu'il a
comme il a le modèle l'expérience sud-africaine derrière lui, il a l'idée d'aller étudier aux États-Unis les relations entre races blanches et noires pour voir un petit peu comment les États-Unis gèrent ça, quoi. Gèrent ça. Donc il va rencontrer énormément de monde, d'universitaires, d'hommes d'entreprise, blancs, noirs, d'avocats, etc. Et puis il va se trouver à un moment donné à Washington à animer des repas, des soirées avec bonne société, notamment un certain nombre de jeunes Américains plutôt favorables à l'Angleterre, parmi lesquels un tout jeune journaliste qui débute, qui s'appelle Walter Lippmann. Alors Lippmann, vous dites dans votre entretien qu'il est à la croisée de plusieurs réseaux sionistes, par l'entremise d'un certain Félix Frankfurter, qu'il est aussi à la croisée des réseaux fabiens, dont on va parler rapidement dans les minutes qui vont suivre, et aussi avec Milner, bien sûr, avec toujours l'idée de cette fédération transatlantique. Vous dites qu'il deviendra plus tard la cheville ouvrière du fameux Council of Foreign Relations, voilà, avec le fameux colonel Edward Mandell House, qui fut l'éminence grise du président Wilson. Donc, vous précisez également que Walter Lippmann avait un petit peu son violon d'Ingres à travers son goût pour la psychologie sociale. Il faudrait... Non, mais rapidement, donc, c'est cette idée un petit peu de formater l'opinion publique. Voilà, l'idée, simplement, si vous voulez, c'est que Kerr va permettre à Lippmann de démarrer en lui permettant de fonder son journal et donc de démarrer sa carrière. Lippmann va être, pendant la Première Guerre mondiale, le principal animateur d'un think tank, sans le nom, qui va travailler sous la direction du colonel House. The Inquiry, c'est ça? Voilà, The Inquiry, sous la direction du colonel House, au bénéfice du président Wilson. Ça va l'amener à être, avec House, participer à diverses conférences en Europe, et notamment à la conférence de la paix en 1919. Et donc de participer à la formation du CFR, du Council of Foreign Relations, qui s'est créé à Paris, en même temps que... Vous dites d'ailleurs qu'à propos de cette création de CFR, à l'origine, on prévoyait un seul cénacle, le fameux Royal Institute. Voilà, l'idée c'était de créer... Le Royal Institute of International Affairs, et qu'en fait de compte, ça aboutit à la formation de deux structures. De deux structures sœurs, voilà, ce qu'on appelle Chatham House en Angleterre et le CFR à New York, sont deux structures sœurs nées le même jour en 1919 à Paris, en marge de la conférence de la paix, et dans l'idée de pouvoir réunir des responsables de haut niveau pour pouvoir discuter de manière relativement discrète, pour pouvoir établir un certain nombre de projets politiques internationaux dans l'avenir. Donc l'idée qui est très forte, c'est à la fois développer une expertise, mais une expertise discrète. Et il y a ce qu'on appelle la fameuse règle de Chatham House, qui veut que on peut rapporter à l'extérieur ce qui a été dit dans les travaux de Chatham House, mais on ne dit jamais qui l'a dit et dans quelles circonstances. C'est une règle qui va aujourd'hui continuer à être appliquée dans d'autres cénacles qui sont plus ou moins issus du CFR et de la RIA. Oui, je pense au groupe Bilderberg, par exemple. Oui, alors tout à fait, c'est issu génétiquement, c'est-à-dire qu'une bonne partie du personnel qui a créé le groupe de Bilderberg en 1954, c'est des gens qui avaient bien connu et qui connaissaient bien les gens de la première époque dont nous parlions, dont la plupart étaient encore vivants, dont un certain nombre étaient encore vivants. D'accord. Même s'ils avaient pris un peu. Alors pour rester à cette première époque, depuis tout à l'heure, nous parlons un petit peu de cette Fabian Society, de cette société fabienne, de ce socialisme un peu particulier. Comment vous définirez-vous un petit peu ce socialisme fabien, qui est peu connu chez nous, qui fait allusion, je crois, à un homme politique romain de l'époque des guerres puniques? Alors, la société fabienne, elle est originaire elle a Ruskin comme père, comme ancêtre quelque part, là aussi. Et l'idée, c'est d'amener graduellement au socialisme, mais un socialisme éclairé, piloté d'en haut,
qui n'est pas du tout un socialisme révolutionnaire brutal. Pourquoi Il y a un côté éthique et philosophique avant tout. il y a d'abord... améliorer l'humanité selon l'idée qui s'en font. On est tout à fait dans l'idée, il faut reformater l'humanité à travers l'éducation, à travers un certain nombre d'éléments de ce genre. Alors pourquoi avoir choisi le nom de Fabius, Cunctator, le temporisateur? Eh bien parce que celui-ci avait réussi à user les forces d'Hannibal pendant les guerres puniques sans jamais l'attaquer de front, mais en le harcelant jusqu'au moment où... C'est une sorte d'action asymétrique, quelque voilà, part, avant la lettre. C'est tout à fait une guerre asymétrique avant la lettre. On y va indirectement, progressivement, voilà, prend son temps. On ne veut pas y aller de front parce qu'on sait qu'on n'est pas assez fort et que l'on va perdre, donc on prend les chemins de traverse. Et donc on parle souvent de la ruse fabienne, de la ruse fabienne pour caractériser leur activité. Alors, eux naissent dans un tout autre milieu, ils naissent pas du tout parmi les gens de la haute société, sont beaucoup de... Oui, vous dites un petit peu dans votre entretien qu'on pourrait qualifier plus ou moins les groupes millénaires de droite et le société fabien serait un petit peu le pendant de gauche, oui, mais bon, avec toujours bien sûr le côté relatif de ces, voilà, de ces avec le côté relatif, parce que les Fabiens ont aussi un certain nombre d'entre eux, en tout cas, vont admettre l'Empire comme un moyen d'étendre le socialisme à l'échelle planétaire. Ils partagent avec les gens du groupe Milner donc un certain socialisme, l'idée que l'éducation est extrêmement importante et une bonne conscience de leur culture anglo-saxonne. Simplement, ils ne viennent pas du même milieu. Ce sont des intellectuels, beaucoup de la classe moyenne supérieure. Il y a des grands noms. Oui, vous citez notamment l'utopiste Robert Owen. Alors, pas dans la société fabienne. Non, mais bon, comme influence. C'est une des influences. Mais voilà. Dans la société fabienne, vous avez le grand écrivain, prix Nobel de littérature, Robert Shaw, qui est donc l'auteur de Pygmalion, My Fair Lady, etc. Une personne dont je n'ai peu parlé dans mes articles, mais c'est Annie Besant. La théosophiste. La théosophiste Annie Besant. Vous avez des universitaires comme Sidney Béatrice Webb, vous avez des gens qui, d'une manière, ont marqué. Une des filles de Marx, Eleanor Marx, en sera membre à ses débuts. Enfin, on a plein de gens un petit peu différents, mais qui tapent dans un autre milieu que celui des milieux d'Oxford dont je parlais tout à l'heure, qui vont finir par converger. Voilà, ils vont finir par converger. Alors, pour terminer simplement, avant 1914, on a en 1908 un club qui est créé à l'initiative de Sidney et Béatrice Webb, The Coefficient Club, dans lequel vont se rencontrer Alfred Milner, Léo Hamry, qui est un autre membre du groupe Milner, et donc des Fabians et des gens du groupe Milner vont se rencontrer périodiquement pendant une vingtaine de mois à peu près pour échanger sur la politique, sur la société, sur l'idéologie et l'avenir du monde. Donc on voit ces connexions entre gens qui se connaissent dès avant la Première Guerre mondiale, et il est clair qu'aujourd'hui, parce que la société fabienne existe toujours, la New Fabian Society, mais elle est toujours dans le circuit. C'est elle qui a fait les carrières politiques de Tony Blair et de Gordon Brown. Donc, et elle reste d'actualité. Il y a aujourd'hui une connexion, mais en revanche, si vous voulez, la source de gauche originelle, qui était relativement pure à la fin du 19e siècle, s'est complètement noyée aujourd'hui dans le mondialisme d'argent. Il ne reste plus qu'une teneur sociétale. Un petit vernis, voilà. Bon, bien superficiel. Voilà. Mais tout cela est vraiment passionnant, Jean-Patrick. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs que vous avez développé, et que nous continuerons à développer. Voilà, je crois que c'est à suivre. On voit c'est toute une série d'entretiens. L'idée, c'était d'avoir une série d'entretiens qui nous permettrait de ne pas ennuyer le lecteur avec un gros pinceau. Mais vous nous faites saliver un petit peu en laissant entrevoir la possibilité d'un ouvrage sur la question.
Si les dieux nous prêtent vie. Que les dieux nous prêtent vie fort longtemps, espérons-le. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Je crois que c'est une manière de revenir un petit peu au fondement de phénomènes et de processus dont nous subissons aujourd'hui les effets plus que jamais et dont nous n'avons pas fini de subir justement les effets. Donc merci Jean-Patrick d'être venu nous voir ce soir, de nous avoir éclairé un petit peu sur cet aspect peu connu de ce mondialisme anglo-saxon qui ensuite s'est bien sûr transplanté aux États-Unis, mais a gardé en quelque sorte cette relation particulière avec la maison mère en quelque sorte britannique. Et aujourd'hui, c'est une question qui reste plus que jamais d'actualité. Nous allons vous laisser donc sur ces considérations, chers auditeurs. Plus que jamais, un grand bonjour donc à tous les dissidents et anticonformistes de France, de Navarre et de la Grande Europe. Et plus que jamais, soyons prêts, soyons vigilants, formons-nous à l'abordage.